La conférence de Copenhague, on saura à Cancun, au fond, si elle est un échec ou pas, parce que à Copenhague, on s'est tout d'un coup rendu compte qu'on était dans une nouvelle situation géopolitique, qu'il y avait le Brésil, l'Inde, la Chine, et que finalement les États-Unis et l'Europe n'étaient plus toutes seules. Et donc il y a eu une espèce de décalage, avec une présence très importante de chefs d'État, et un accord à la fin qui n'a pas été confirmé par la conférence des Nations Unies, sur laquelle on a discuté toute l'année. Les enjeux de Cancun, c'est en quelque sorte remettre la communauté internationale sur ses rails, c'est redonner de la crédibilité aux Nations Unies, parce que s'il n'y a pas d'accord à Cancun, alors là, les chefs d'État vont dire, écoutez, aux Nations Unies, ça ne marche pas, il faut qu'on ait d'autres voies de négociation. Il y a deux voies de négociation, il y a à la fois le protocole de Kyoto de 1997, mais qui ne s'applique qu'aux pays riches, les pays riches de 1990, une liste un petit peu obsolète, et puis la Convention climat elle-même, dont le protocole de Kyoto n'est qu'un protocole d'application. Alors donc ces deux voies de négociation, pour l'instant, nous espérons un accord dans les deux sur la voie d'une réunification générale, d'un traité unique, mais qu'il ne faut pas attendre avant 2020. Un accord juridiquement contraignant, c'est un accord en principe ratifié par les parlements de tous les pays. Je ne pense pas qu'on l'ait tout de suite, celui-là. Donc pour l'instant, on est plutôt sur l'idée progressivement d'aller vers une sécurité juridique toujours plus grande. On part des accords, des intentions, des discours, des engagements politiques tenus par les chefs d'État de Copenhague à maintenant. On va essayer à Cancun de les capturer, ces discours, de les mettre dans une décision de la conférence des parties, de manière à ce qu'il y ait une sécurité juridique plus grande. Mais un accord complet, juridiquement contraignant, des Nations Unies, engageant 190 pays, pas tout de suite. Et pourquoi pas tout de suite? Tout simplement parce que, au fond, lutter contre le changement climatique, c'est passer de sources d'énergie à l'autre, c'est éviter le recours au charbon et au pétrole, c'est avoir des villes qui consomment moins, des voitures qui consomment moins, tout ça, ça prend du temps. Et beaucoup de pays ont des niveaux de développement différents, il faut qu'ils apprivoisent les politiques climatiques, alors petit à petit, chaque pays aura sa politique climatique, mais il préfère faire les choses de son côté en disant, écoutez, laissez-moi le faire d'abord, et puis on prendra peut-être des engagements contraignants plus tard, mais pour l'instant, on le fait de manière volontaire. Donc, on est un peu sur la phase volontaire pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on fait après 2012? On aurait préféré un traité unique où tout le monde soit dedans, notamment les États-Unis, par exemple, qui n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto. Et donc, le protocole de Kyoto ne représente plus maintenant qu'un tiers des émissions de la planète. Rien que la Chine et les États-Unis, c'est quasiment la moitié des émissions de la planète. Ils ne sont pas dans le protocole de Kyoto. Alors la discussion maintenant, c'est, écoutez, on veut bien peut-être on veut bien envisager une seconde période d'engagement contraignant pour Kyoto, surtout que nous, en France, nous sommes tenus par le paquet énergie-climat européen. Donc de toute manière, nous avons un travail à faire jusqu'en 2020 de réduire de 20% nos émissions. Donc à la limite, qu'on appelle ça une seconde période de Kyoto, on pourrait le faire, mais alors il faut qu'en échange, en quelque sorte, de notre engagement, il faut que les États-Unis, la Chine et tous les autres pays qui ne sont pas tenus par Kyoto, eux, prennent des engagements solides. Et il faut que la formule juridique par laquelle, à Cancun ou ailleurs, ou plus tard, ces pays-là disent si, on promet qu'on va réduire, il faut qu'il soit quand même aussi un peu solide, aussi solide quasiment que les engagements qui seront pris au titre de Kyoto. Donc il y a un certain nombre de choses à améliorer, mais je pense que nous aurons une seconde période d'engagement de Kyoto. Alors la position française, d'abord, elle est évidemment la position européenne, mais au sein de l'Union européenne, la France pousse à être un peu plus réaliste et un peu plus ambitieux. Et nous cherchons à travailler notamment avec l'Allemagne et le Royaume-Uni pour, en quelque sorte, pousser l'ensemble européen dans cette direction-là. Nous avons pris notamment la tâche de tous les pays africains, des pays en développement, des petites îles, pour considérer qu'il ne peut pas y avoir d'accord qui ne tiennent pas compte de la situation de ces pays-là, et notamment pour engager des partenariats sur les forêts, et notamment qui s'appliqueront au bassin du Congo, et pour essayer de monter un partenariat sur les énergies renouvelables en Afrique. Par exemple, l'électrification rurale en Afrique, ce serait un beau projet, et nous essayons de le développer avec d'autres pays. Il y a d'une part
l'idée de créer un fonds vert à Cancun pour cofinancer beaucoup des actions de lutte contre le changement climatique. Il y a d'autre part l'idée d'avoir des financements innovants, parce que l'accord de Copenhague prévoit des flux de 100 milliards de dollars à partir de 2020 vers les pays en développement. Et donc il faut trouver cet argent. C'est notamment un groupe de travail de Ban Ki-moon, une pression française et des idées françaises sur le prélèvement sur les transactions financières, sur le carbone ou autre. Et donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Et puis, il y a ce qu'on appelle le financement précoce, ce qu'on appelle le fast start en anglais, un démarrage rapide, puisqu'à Copenhague, la France, l'Europe, les États-Unis et d'autres se sont engagés à verser tout de suite de l'argent pour des actions de lutte contre le changement climatique. Et la France, c'est 420 millions par an pendant 3 ans. Donc, ce sont des sommes importantes. Et l'Union européenne, évidemment, s'est ajoutée à tout cela. Donc il y a des financements importants sur la table, immédiats. Et nous avons même un site Internet pour expliquer d'où vient cet argent, comment il est dépensé, etc. Donc si vous voulez, ça c'est un élément de confiance important.